Bonsoir les youtubeurs, c'est Caroline déjà, et oui, je suis à fond en ce moment. Donc aujourd'hui une deuxième vidéo, enfin aujourd'hui ce soir plutôt une deuxième vidéo qui va traiter du deuxième symptôme diagnostique du borderline, dans le DSM, c'est-à-dire les relations interpersonnelles. Ça m'a été également demandé par certaines personnes du groupe de soutien, parce que c'est un sujet effectivement pour les borderline qui est au cœur de la problématique qu'on vit tous les jours. Alors, je commencerai par introduire mon sujet avec une citation de Hanif Kureishi, qui est mon écrivain britannique préféré, qui dit « The waste of time and feeling. I'm in at least 3 minds about all questions. » Donc, si je traduis, la perte de temps et d'émotions. J'ai au moins 3 opinions différentes à propos de toutes les questions. Voilà, donc en fait, ça introduit pour moi le sujet des relations interpersonnelles parce que, selon la définition du DSM, le borderline est donc un mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation. Ce symptôme en anglais est désigné avec le terme splitting, qui est plus englobant et en même temps plus précis sur la description du trouble. Donc je vais plutôt faire référence à splitting dans cette vidéo. Alors la définition, un exemple tout simple de cette alternance de dévalorisation et d'idéalisation, c'est le fameux I hate you, don't leave me, je t'aime, je te hais, je t'aime, je te hais, ce qui rend les relations des borderline très passionnées, mais très passionnelles et souvent à leur désavantage. Alors, comment ça se traduit dans le concret? Alors, du coup, je vous ai pris un exemple de mon histoire personnelle. Donc, j'étais avec un de mes ex. On est resté pendant 3 ans ensemble. Et en fait, je devais tout le temps, assez rapidement dans la relation, je devais tout le temps appeler ma mère tous les jours pour savoir si je l'aimais ou si c'était un ennemi. Et tous les jours, je changeais d'avis. Je n'étais jamais sûre. C'est pour ça que la relation était instable et que j'étais instable. C'est que je n'avais pas ce qu'on verra dans la troisième vidéo de sens de l'identité stable, pardon. Et donc, en fait, mes sentiments étaient... je n'arrivais pas à les interpréter. Je n'arrivais pas à comprendre si c'était de l'amour ou de la haine. Et ça variait parfois dans la même journée, plusieurs fois par jour. C'est pour ça que la personne qui est à l'autre bout qui reçoit le splitting comme réaction est désarçonnée à la base, puis après excédée, et finalement on a assez et souvent on s'en va parce que c'est insupportable d'être un jour mis sur un piédestal, tu es l'amour de ma vie, je t'aime, je t'adore, tu es formidable, et le lendemain t'es qu'un gros connard, je te déteste, va mourir, sale bâtard et tout, voilà. Quand c'est comme ça tout le temps, la personne ne sait pas du tout comment se positionner, et surtout quand elle ne connaît pas le diagnostic borderline, elle ne comprend pas, elle croit que c'est un jeu ou que c'est de la manipulation, alors qu'en fait, c'est la maladie qui réagit. Alors, le splitting, ça désigne la pensée et l'action qui vont tout au bout de chaque extrémité ou pôle. C'est-à-dire qu'on a deux... Et en fait, le borderline va tout là-bas ou tout là-bas, jamais là. C'est toujours noir ou blanc, jamais gris. On emploiera aussi souvent des termes comme toujours, jamais, ou des termes d'expansion, c'est-à-dire c'est trop génial, c'est trop triste, c'est trop dingue de ouf. Moi, par exemple, je dis beaucoup de ouf. C'est génial de ouf, ça craint de ouf, voilà. Et effectivement, j'emploie aussi, mon thérapeute me le fait souvent remarquer, les termes de jamais et toujours, jamais, toujours. Il faut s'en méfier, parce qu'en fait, ce qui est difficile avec ce symptôme-là, c'est qu'en fait, on a du mal à se situer parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pense vraiment. Surtout que les relations sont difficiles à établir pour le borderline, qui ne sait pas qui il est. On va voir ça dans la troisième vidéo à un autre moment. Et à une espèce de compulsion radicale à briser les relations, à briser les choses stables, qui lui arrive comme ça régulièrement. Donc, il se retrouve dans une vie où les relations sont instables, passionnelles, souvent dévastatrices et toxiques. C'est pourquoi je mets l'accent pour tous les borderline et pour tous les parents, les proches qui nous regardent,
C'est très très important d'obtenir une régularisation, une régularité, une stabilité du cadre thérapeutique. C'est-à-dire le ou la psychiatre, le thérapeute ou la thérapeute, le groupe de soutien, moi j'ai une curatelle en même temps, et j'ai la pharmacie qui travaille avec le reste de l'équipe. Et voilà, ils travaillent tous ensemble, et si jamais un des membres venait à s'en aller de l'équipe sans me fournir aucune explication, comme ça m'est déjà arrivé dans le passé, quand le psy m'a lâché comme ça du jour au lendemain, ou voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça empire énormément les dégâts, hein, effectivement. Même mon grand amour de psychiatre, le docteur Chocho, qui était un des plus grands spécialistes en France du borderline, a fini par me laisser tomber une fois que j'étais en HDT à l'hôpital. Il n'a plus répondu jamais et il m'a jamais donné d'explication. Donc ça c'est très très déstabilisant pour un borderline. Donc c'est très important pour que les relations interpersonnelles deviennent stables, que le cadre thérapeutique le soit déjà en premier. Alors, pour un patient, il faut trouver une technique pour se rappeler que rien n'est jamais tout noir ni tout blanc. Alors pour gérer ça, moi j'ai une astuce, c'est d'avoir un carnet ou un journal. Et quand vous êtes calme, vous mettez des annotations sur la situation, sur les gens, pour savoir ce que vous pensez vraiment. En général, ce que vous pensez vraiment, c'est ce que vous pensez quand vous êtes tranquille, calme, serein, et que vous sentez cette certitude à l'intérieur de vous. Vous voyez cette énergie qui passe comme ça. Oui, je sais, j'ai un t-shirt Barbie, je sais, c'est ridicule. Mais bon, il est tard, et puis j'avais envie de me mettre en pyjama, et j'avoue, j'ai pas fait attention au t-shirt Barbie. C'est pas grave. Mais la méthode, pour moi, qui marche énormément, et, enfin, qui est très efficace, et que j'ai toujours utilisée depuis que je la connais, c'est une méthode de dissertation, en fait, de lettres modernes, que j'ai apprise en Cagne. Donc, la Cagne, c'est la deuxième année d'école prépa littéraire. Et en Cagne, on nous apprend à... On croit qu'on savait le faire avant la disserte, mais en fait, on apprend vraiment à faire une vraie disserte professionnelle, entre guillemets, quand Cagne, au début de Cagne. Pour tout vous dire, j'ai eu 1 sur 20 à la première disserte. Le plus nul de la classe. C'était l'humiliation totale. La prof a lu ma copie à tout le monde pour montrer à quel point j'étais nulle. Mais à la fin de l'année, j'ai eu 15 et j'étais la meilleure copie. Et la prof a lu la copie devant tout le monde parce que c'était génial. Voilà. Bref, donc, c'est quoi la méthode de la dissertation qui peut aider dans le trouble borderline? C'est le concept de dépassement de la contradiction. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, dans la dissertation, on va commencer pour première partie par la doxa, c'est-à-dire l'opinion la plus facile, la plus répandue, la plus simple. Ensuite, on va aller faire une deuxième partie qui va être contre la doxa. Donc, c'est pas vraiment antithèse, synthèse, c'est pas vraiment antithèse, synthèse. La doxa, c'est un autre regard qui va aller en opposition, effectivement, ou en complémentarisation avec la doxa. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et pour faire la troisième partie de la dissertation, c'est là où les bonnes notes arrivent, si vous arrivez à le faire, c'est qu'en fait, on doit se rendre compte, après nos deux parties, qu'en fait, la solution au problème n'est ni dans la doxa, ni dans la contre-doxa, mais dans un autre concept qui s'appelle le dépassement de la contradiction. C'est-à-dire qu'on dépasse la contradiction, on dépasse le débat. En fait, on se rend compte que c'est ni droite ni gauche, ni noir ni blanc, mais que c'est gris, que c'est au milieu, que c'est nouveau, autre idée, complètement différente, ou dans lequel l'attention du sujet ne se pose plus. Voilà. Donc ça, c'est une méthode effectivement qui est académique et que j'ai apprise et utilisée dans mes études, mais ça me sert tous les jours pour me rappeler, et oui, je suis borderline, donc attention, dépassement de la contradiction. J'ai même écrit un poème que je pourrais vous mettre en description, si vous voulez, en anglais, qui s'appelle A Third Way Out, qui prône aussi cette méthode de réflexion, c'est-à-dire toujours prendre la troisième partie comme, voilà, comme idée et ne pas foncer dans la doxa ou dans son opposé. En général, ce n'est pas si simple que ça. La vie, c'est nuancé, c'est complexe, et surtout, c'est pas aussi il faut avoir voilà, il faut avoir quand même de la souplesse et de la créativité. Alors, bon, au final, qu'est-ce que ça nous donne? Cette vidéo est nulle. Non, ça va, allez. Estime de soi, ça va. Bon. C'est dur, hein, les amis, hein, c'est dur. Alors, j'ai ensuite voulu parler donc du meilleur moyen pour lutter contre ce symptôme, de splitting. C'est déjà d'en avoir conscience. La première chose à faire, c'est de se rendre compte soi-même quand on est en train de splitter.
quand on est en train d'être dans notre relation instable et de valorisation et idéalisation. Quand on est noir-blanc, quand on est manichéen. Alors, parce que si, mettons là, tout de suite, je parle de mon mec, je vais vous dire, bah, il est trop con, mais voilà, je le déteste, il est trop bête, il est nul et tout. Mais si je dis ça, aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience des années, j'ai conscience que c'est la maladie qui me fait penser ça. En vérité, il est très gentil et il est très intelligent, mais il n'est pas non plus trop intelligent et trop gentil. Il est très gentil, très intelligent, et c'est tout. Voilà. Vous voyez la nuance? Donc voilà. Ça, c'était donc mon analyse à partir du DSM des relations interpersonnelles, d'une manière moins solennelle et plus relâchée, on va dire. Je dirais que pour un borderline, c'est extrêmement difficile d'avoir des relations stables et des relations de longue durée. Donc quand on en a, si on arrive à en avoir, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts et la chérir et les chérir et surtout inclure la personne avec qui on est en relation dans le soin. Lui expliquer ce qui nous arrive, lui expliquer les symptômes, lui expliquer pour qu'elle puisse mieux nous comprendre, mieux nous accompagner à travers ces orages et ces tempêtes. Moi, effectivement, personnellement, je n'ai eu que des relations amoureuses, pratiquement que des relations amoureuses toxiques et instables, même celles qui ont duré plusieurs années. Ça s'est toujours c'est toujours parti en couille assez rapidement, de toute façon, parce que j'étais beaucoup trop instable. Mais en amitié, par contre, pour une borderline, j'ai bien réussi ma vie parce que j'ai quand même ma meilleure amie, mon meilleur ami, et d'autres amis, d'autres autres amis que j'ai depuis que j'ai 17-18 ans. Et voilà, ma meilleure amie Julie et moi, on est amies depuis que j'ai 18 ans, depuis qu'on est en prépa. Et aujourd'hui, j'en ai 37. Et ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de crises, beaucoup de fois où je l'ai rejetée, où je disais que je la détestais. Et elle me disait que j'étais conne, et moi je disais que je te déteste encore plus. Et à chaque fois, on a retrouvé le chemin de l'amitié l'une vers l'autre. Et maintenant, je sais que ça n'arrivera plus, que les orages comme ça n'arrivera plus, parce que maintenant, je comprends le symptôme du splitting. Et donc, quand je commence à splitter sur un de mes amis, genre, ça peut être très subtil et très insidieux, hein. Ça peut être juste, ah tiens, elle m'a pas rappelé. Voilà. Ou, ah tiens, il m'a pas répondu à mon texto. Et ça commence comme ça, et après, ah bah oui, hein, il est pas gentil, machin, en fait, il s'en fout, machin, truc. Voilà, le loop qui commence. Donc, votre famille et vos amis, et votre amoureux si vous en avez un, bien leur expliquer ce que c'est le splitting, montrez-leur ma vidéo si vous voulez, dites-leur que c'est la maladie qui réagit et pas vous, à ce moment-là, et que vous les aimez sincèrement, et que ça c'est inconditionnel, et c'est tout le temps. Voilà. Mais il faut toujours se rappeler, à des moments quand on commence à dériver un petit peu, se rappeler qui est cette personne pour nous. Et vous pouvez appliquer à nouveau les techniques du carnet ou du journal, avec des petits dessins tout simples. Vous marquez Julie, par exemple, c'est ma meilleure amie Julie, avec 3 cœurs. Ça veut dire, voilà, vraiment, c'est quelqu'un de... Mais je suis pas non plus dans... Je suis un peu dans l'idéalisation, mais ça va. Ça va. On arrive encore à se critiquer un petit peu. Non, je rigole. Bah, en tout cas, je l'embrasse très fort, voilà, puisque je l'ai cité. Et j'embrasse très fort Nico, et j'embrasse très fort Juju, et les autres, mes autres amis, voilà. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la 3e vidéo, number 3, pour le problème de l'identité. Voilà les amis. Bon, bonne soirée, au revoir.